Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de Stick Inside. On va faire aujourd'hui un débrief de Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, les deux courses à étape World Tour importantes de la semaine dernière. Comment vous allez les gars ? Moi ça va très bien, très content d'être assis à côté de toi Titouan, ça fait longtemps. En tout cas oui, on essaie d'être au retour de la meilleure des façons et en plus Paris-Nice et Tirreno, des courses qu'on affectionne et qui sont très sympas à suivre. Exactement, c'est directement parti pour le débrief. On va commencer avec une question plutôt basique. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Paris-Nice ? Moi je suis plutôt satisfait au niveau de la course que se sont joués les coureurs, mais je pense que le point faible a été le parcours en fait, pas assez dur notamment sur l'étape 7 et on pourra peut-être en revenir à ce sujet-là, mais je pense qu'en tout cas les coureurs n'ont pas fait une mauvaise course et que même si Evenepoel n'a pas gagné ou Roglic n'a pas gagné comme le débat qu'on attendait, Jorgensen a été tout simplement plus fort en fait. Le parcours n'a pas été aussi dantesque que d'habitude, mais est-ce que la start list était au niveau de Lyon ? La start list a été au niveau, pour moi oui, elle était au niveau dans le sens où on avait quand même un duel annoncé entre Roglic et Evenepoel. C'est un duel où on voit potentiellement deux prétendants au Tour de France cet été. Donc pour moi la start list elle est là. On a des garçons comme Jorgensen qui sont des outsiders pour le général du prochain Tour de France par exemple potentiellement. À Nice en plus. Ouais, voilà, oui, c'est ça, exactement. Donc ouais, non, la start list pour moi elle est au rendez-vous. Maintenant, t'es satisfait toi Titouan de ce Paris-Nice ? Moi un peu moins parce qu'on n'a pas eu déjà au niveau du suspense. On en a eu cette dernière étape avec le duel à distance entre Jorgensen et McNulty, mais on n'a pas eu le duel attendu entre Roglic et Evenepoel et ça c'est la grosse déception. Et oui, Roglic bien en dessous de ses standards et de ce qui était annoncé. Roglic termine à plus de 4 minutes au général, bien loin d'Evenepoel et encore plus du coup de Jorgensen. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que Roglic va bien s'acclimater à Bora en vue du Tour de France ? Je pense qu'il n'a pas été dans sa semaine, on va dire ça comme ça. Peut-être que Bora, c'est pas forcément la... C'est peut-être une bonne équipe, Bora, moi je dis. Je pense qu'elle a ses atouts. Maintenant, finir en fond de top 10 pour un Paris-Nice avant une saison où il est attendu sur le Tour de France, où on attend non pas un duel, mais 4 coureurs qui devront se jouer la gagne. Donc Pogacar, Vingegaard, Evenepoel et Roglic sur le Tour de France. À Nice en plus. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir ses capacités maximales. Alors est-ce que ce sont ses capacités maximales ? Je pense pas parce qu'il a été pris de froid notamment sur l'étape 8. On l'a vu qu'il avait eu du mal à mettre sa veste et que peut-être qu'aussi à l'oreillette il a dû dire Alexander t'y vas et la preuve avec Vlasov donc qui gagne l'étape 7. Qui finit 3ème de l'étape 8 aussi et qui se classe bien au général finalement. Ouais. Pour moi en fait on n'a pas pu voir tout simplement les qualités de Roglic parce que après tout le monde avait froid, je pense que sur la dernière étape c'était un peu dantesque, mais ça peut être une bonne raison pour pas être au niveau. C'est vrai que la course au soleil n'a pas porté son nom cette année. Merci pour la blague Hugo. Non mais moi je l'ai trouvé dépassé franchement Roglic, je sais pas ce que vous avez pensé, mais je crois qu'il attaque seulement sur la 5e étape, où c'est un sorte de pétard mouillé, où il attaque, il est suivi et puis il n'insiste pas derrière. Et autrement, sur la 7e étape, alors c'est Soudal qui roule quasiment toute la journée pour Evenepoel. Evenepoel y va pas, Ineos prend un peu le relais pour Bernal et après on a Vlasov qui vient surprendre tout le monde, mais une fois que Vlasov est parti on a l'impression que Roglic elle l'a rangé presque, que ça soit son coéquipier qui fasse le travail. Après en même temps dans ces cas-là tu peux pas aller mettre une mine derrière parce que ça veut dire que tu réduis les chances de victoire de ton coéquipier. Oui, non, mais effectivement ça l'arrangeait parce que du coup il avait aucun travail à faire, il avait juste à rester dans les roues et si admettons qu'il avait uniquement cette qualité-là et qu'il avait uniquement cette forme-là, Roglic, forcément ça l'arrangeait. S'il avait juste le moyen de tenir le petit groupe avec Evenepoel, etc., forcément, Vlasov, il n'a pas attaqué pour rien. Mais Roglic n'avait ni le panache ni le punch des dernières années. Sur les sprints en petit comité, en haut d'école, il ne va jamais faire les sprints. Sur l'étape 7, il dispute légèrement le sprint à Remco, mais il finit derrière sans forcer. Je veux dire, d'habitude, Roglic est capable d'aligner Remco, est capable même d'aligner un Mathias Kelmos, qui est quand même un des meilleurs punchers au monde actuellement. Et cette année, il n'avait pas du tout le panache de faire ses sprints. Est-ce qu'il a perdu quelque chose Mais Roglic ? je sais pas, mais surtout, même moi, je trouvais ça pas presque choquant au niveau de ses placements, c'est qu'à chaque fois, il était au milieu du peloton. Oui, ou même en queue de peloton. Ouais, voilà, c'est ça. Il était jamais dans la roue d'Evenepoel ou très rarement devant. Donc quand tu parles d'Evenepoel sur le sprint intermédiaire sur la 7e étape,
en fait, on a l'impression qu'il était résigné, qu'il savait qu'il pouvait pas, en termes de vitesse de pointe, battre Evenepoel, donc il y allait pas. Il se contentait d'être derrière. Et il jouait un peu de cette étiquette de favori qu'il avait, dans le sens où les gens, et je pense qu'Evenepoel notamment, avait peur un peu d'attaquer parce qu'il savait que Roglic pouvait attaquer derrière, mais on l'a jamais vu entreprenant. Et puis surtout, en fait, son rôle, son leadership, en tout cas qu'il avait présumé à Bora, a joué à la faveur de Vlasov. Je pense que Bora l'a joué comme ça. Et on voit bien sur l'étape 6 qu'il n'était pas tranchant, il n'est pas du tout à 100%, ou en tout cas je l'espère qu'il n'est pas à 100%, parce que sinon c'est inquiétant pour Roglic. Et sur l'étape 6, là où il y a le trio McNulty, Jorgensen et Skelmos qui part, il y a Remco, Vlasov et Roglic qui roulent derrière. Et Roglic, quand il passe ses relais, déjà c'est des petits relais parce qu'il y a Vlasov. Mais Vlasov, je veux dire, il y va pas non plus à 100%, quoi. Est-ce que c'était des informations à l'oreillette où Roglic il se disait bon, on va rouler pour faire genre, mais Pour moi, en fait, c'est pas qu'ils ont caché quelque chose, Bora, mais c'est sûr que Roglic n'était pas à 100%. Ça, forcément, au briefing, il y avait quelque chose de joué. Parce que même si, au pire, à l'oreillette, tu peux dire allez, je laisse la main à Vlasov, forcément, pour que Vlasov, déjà, se dise je peux y aller même à Oron sur l'étape 7, c'est qu'au briefing, déjà, c'était déjà vu. Je pense que Roglic n'était pas à 100%. après sur l'étape 7, enfin, c'était vraiment un moment d'accalmie Ouais. et il a mis sa petite attaque, il a vu qu'il avait pris 10 mètres et là il a continué. Je sais pas si c'était vraiment prévu au briefing après. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que en début de semaine, Roglic avait l'air plutôt pas mal. Je veux dire, Ah, sur le contre-la-montre par oui, sur équipe, contre la montre. il met toute son équipe dans les cordes. Et ça les a peut-être défavorisés parce que au final, ils finissent à 3 avec un Sobrero qui est résigné et un Vlasov qui suit pas Roglic dans le sprint final du contre-la-montre par équipe. Mais je veux dire, s'il n'est pas à 100%, pourquoi il attaque comme ça dès la troisième étape au contre-la-montre par équipe? Après, c'est pas le même effort, le contre-la-montre. Ça se trouve, il avait la forme pour être à fond sur 30 km. Et peut-être que même l'étape des Mureaux, qui a été quand même, qui était pas non plus une étape de montagne, la première étape, qui était une étape plutôt favorable aux sprinteurs, mais qui avait quand même, qui a pu Quelques voir bosses, ouais. des coureurs attaquer comme Evenepoel. Roglic n'était pas dans la roue d'Evenepoel, hein. Sur la première sur les deux bosses où Evenepoel a mis les attaques. On a vu des coureurs comme Bernal, on a vu des coureurs plutôt punchers comme Pedersen, Coquart qui était bien placé, mais on n'a pas vu de Roglic. On voyait son maillot vert et jaune fluo au milieu du peloton, en tout cas bien placé dans les 15-20 premiers coureurs, mais jamais il était à collé à Evenepoel comme tu as pu le dire en fait. Oui, et puis c'est surtout, enfin, vraiment, on l'a annoncé, et je pense que même lui s'est annoncé d'être l'un des deux favoris, deux grands favoris. Donc, à minimum, c'est quelqu'un qui contrôle la course de A à Z, c'est-à-dire que dès la première étape, on fait rouler son équipe pour le classement général. Et là, la Bora n'a jamais été même entreprenante pour ça. À côté, la Souldan, on parlait de la septième étape, elle a roulé toute la journée. Ça n'a pas été du tout le cas de la Bora, hein. Et sinon, Evenepoel qui finit deuxième au général. Est-ce que c'est décevant? C'est décevant dans le sens où, oui, pareil, encore une fois, comme pour Roglic, on l'attendait à se battre pour le général. En tout cas, à pas terminer derrière un garçon comme Jürgensen. Après, il gagne une étape, donc j'ai envie de dire, il le sauve, ce Paris-Nice. Est-ce que c'est décevant? Oui, pour moi, ça reste décevant parce qu'il ne le gagne pas, mais c'est pas aussi décevant que Roglic, c'est sûr. Bah, c'est vrai que oui. Est-ce que sa stratégie était bonne? Je ne sais pas, parce que moi j'ai pu regarder l'étape 8 avec France Télévisions et j'ai vu Thomas Vauclair, quand même, la science de la course, qui sait parler de vélo quand même quand il s'agit de stratégie. Et il a dit je comprends pas la tactique d'Evenepoel. C'est-à-dire qu'il attaque, c'est seul avec Jorgensen, mais dans ces cas-là, pourquoi pas attendre vraiment la dernière côte, vraiment le col des 4 chemins sur les 300 derniers mètres pour mettre un pétard et puis s'en aller avec à la limite Skelmose qui reste, enfin pas Skelmose, Jorgensen qui reste dans le groupe suivant. C'est-à-dire que là en fait il s'est scellé avec Jorgensen, il était obligé de rouler, de mettre de sa propre personne pour aller attaquer, alors que peut-être il aurait dû attendre un peu pour ensuite faire un vrai écart, parce qu'au final Jorgensen est resté collé dans la roue tout le temps en fait. Ouais. Vas-y. Ouais, moi j'ai eu l'impression que quand il part avec Jorgensen, qu'il voit Jorgensen suivre, qu'il se dit Jorgensen va me suivre jusqu'au bout. J'ai l'impression que Jorgensen n'a jamais semblé faible. Et il a senti Evenepoel qu'il allait peut-être pas réussir à lâcher Jorgensen, donc peut-être il s'est dit j'assure pour la victoire d'étape, parce que il fait rouler l'équipe sur la 7e étape, aussi pour la victoire d'étape, et il la perd face à Vlasov, donc il a peut-être voulu assurer, je pense. Mais Evenepoel, dans le sens où c'est rassurant, je ne sais pas en fait. Parce que c'est celui qui a
le plus entrepris pendant ce Paris-Nice, du moins dans les favoris, et mais il a jamais fait d'écart en fait. On l'a jamais vu avec 10, 15 secondes d'avance sur tout le reste du peloton. Et c'est dans ce sens-là que c'est pas rassurant, parce que sur des Liège-Bastogne-Liège, il mettait 2 minutes à tout le monde. Comment ça se fait que là, il n'arrive pas à faire d'écart? Après, moi, je pense aussi que le contre-la-montre a vraiment joué en la faveur de Jorgensen. C'est-à-dire que quand la Quick Step s'est lancée à l'étape 3, il commençait à pleuvoir. Et cette pluie ne les a pas rangés parce qu'ils ne pouvaient pas prendre tous les risques possibles. Et forcément, quand tu as une grosse saison avec le Tour de France, les JO, bah, tu vas prendre moins de Ouais. risques parce que tu veux être en forme à cette course-là. La Quick Step finit devant la Visma, hein. Oui, Oui, mais mais elle aurait peut-être pu gagner ce contre-la-montre devant UAE. Parce que Quickstep, c'est quand même une équipe qui est très forte dans ce type d'effort, surtout qu'en plus, Evenepoel, c'est un des meilleurs contre-la-montre et que le chrono était pris sur le premier coureur. Si ça se trouve, Evenepoel aurait pu prendre tous les risques et peut-être carrément mener à la baguette son équipe, on ne sait pas, hein. Et du coup, pour moi, le fait de perdre bah, quelques secondes, tout de même, qu'il aurait pu grappiller sur la jumbo. En fait, non, il n'a pas perdu secondes, mais il aurait pu en gagner plus. Peut-être que c'est là qu'il aurait dû gagner ces secondes-là. Parce que pour moi, Jorgensen était vraiment fort en montagne et que c'est là où il aurait dû faire l'écart, c'est non pas en montagne, mais en contre-la-montre. Et malheureusement, c'est ce qui lui a manqué. Parce que s'il gagne l'étape et qu'il est au niveau de UAE, il a 20 secondes déjà de reprise, il lui reste 10 secondes et peut-être qu'avec seulement 10 secondes, il se dit je vais pouvoir y aller. Qui ne tente rien à rien. Mais quand il y a 30 secondes, il y a tellement peut-être à perdre, ou au moins il y a moins de chances de gagner, bah il y va pas quoi. ouais, c'est ça. J'ai le sentiment qu'il a voulu assurer sa place à certains moments, qu'il s'est dit bon, parce que dans le sprint, au final, Jorgensen, il le fait pas. On a presque l'impression qu'ils se sont entendus, qu'ils se sont dit Oui, bon, je bah, pense qu'il y a eu tu un m'as aidé, effort, ouais, voilà, ça. Tu m'as aidé, bon, bah, je te laisse gagner l'étape. Donc, à la fin, ouais, il a juste voulu, je pense, assurer, sauver son Paris-Nice parce que, bah oui, comme tu l'as dit, je pense qu'il sentait que l'écart était peut-être trop important avec Jorgensen. D'ailleurs, on a parlé de Jorgensen, mais parlons-en un peu plus quand même, parce que c'est quand même une surprise de le voir à ce niveau-là. Et il n'a jamais été décroché dans un col, il a même été gratté sur des Roglic, des Evenepoel, des McNulty aussi, qui est en forme de ce début de saison. Est-ce que c'est une surprise pour toi, Titouan? Pour moi, oui, c'est une surprise, bien sûr. Gagner contre Evenepoel, c'est pas anodin, encore une fois. Et il arrive de la Movistar, il change de cam, il passe chez la Visma Lease the Bike, une stratégie complètement différente. Une stratégie qui est quand même plus sur la gestion. Il y a beaucoup de coureurs de Visma qui attaquent, mais ils réfléchissent avant de le faire. Et Jorgensen, il a couru comme un Vingegaard à ses débuts pour moi, et c'est ça qui lui a permis de gagner en fait. Et c'est surtout que ça va être important pour lui de gagner Paris-Nice, parce que ça va montrer à son équipe que lui aussi peut être potentiel favori pour des courses d'une semaine, peut-être pour des courses, des grands tours. Est-ce que tu penses qu'il pourra être un jour leader chez la Visma? Là, il était tout seul, en l'occurrence, c'était la bonne occasion. Alors leader, ouais, un jour peut-être. Faudrait aussi que les étoiles soient alignées, dans le sens où qu'il ait des coéquipiers à ses côtés, mais qui ne soient pas non plus des Huys de Brooks ou des Vingegaard. Et il avait un Mais- Kelderman, là. Ouais, il avait un Kelderman, mais Kelderman, ça reste quand même un numéro 2, je pense. Après, c'est vrai que Kelderman, ça aurait pu être quelqu'un de bien. Il a fait un bon Paris-Nice d'ailleurs. Mais non, ouais, je pense qu'il a montré déjà une grosse valeur parce qu'il est très jeune, il a le maillot blanc. Donc non, c'est bien. Et puis surtout, il a été très solide, aucune faiblesse. Et chaque fois capable de suivre le bon coup. Quand il suit Evenepoel, c'est le seul à le faire. Personne n'a été capable de le faire. Il suit Skelmos qui était en grande forme sur l'étape la 5. C'est la 5 ou la 6? La 6. La 6. La 6 et ouais, il le fait. Et puis il lâche pas. À aucun moment il lâche. Il a été capable de suivre deux fois les bons coups. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est comme ça qu'il gagne Paris-Nice. Et puis souvent en plus on dit dis-moi qui est deuxième et je te dis qui tu es. Bah là clairement gagner contre Evenepoel c'est beaucoup. Il est tout jeune parce que l'année dernière c'était ses premières victoires, hein. Il avait commencé à gagner sur les rangs pro au Tour de Man l'année dernière, donc c'est tout récent. Les courses World Tour, bah c'en est une de. Ouais, l'année dernière, je crois qu'il fait. Palmarès, mais il n'y en avait pas beaucoup non Ouais, plus. je crois qu'il fait 8ème de Paris-Nice en plus l'an dernier ou quelque chose comme ça. Donc, Est-ce qu'il lui manque pas une victoire d'étape pour que ce soit un super Paris-Nice? pour lui, ouais, peut-être qu'il manque une victoire. C'est vrai que ouais, on aurait aimé le voir gagner une étape. Après, il suit à 2 fois le coup qui fait la grosse différence, hein. Je sais plus l'écart qu'ils mettent sur les favoris avec Skelmos et McNulty, mais ils mettent presque 1 minute, je C'est crois. ça, oui.
Et puis pareil, ils refont de la même avec Evenpool. Et à chaque fois, il a eu les jambes de suivre et de collaborer. Et surtout, au-delà du fait d'être fort pour suivre, c'est qu'il y a eu un cerveau derrière. C'était très réfléchi et il a été Réfléchi, capable. mais un peu fébrile, moi j'ai trouvé. Quand McNulty est décroché lors de l'étape 7, tu vois qu'il demande des relais. Il fait comme ça à Evenpool et il n'y a personne qui veut passer les relais. Et je pense que c'est à l'oreillette qu'on lui a dit c'est à toi de gérer maintenant. Si tu veux être maillot jaune, tu prends les rênes de ton groupe et tu vas le chercher. Mais il était fébrile, on ne sentait pas comme Peut-être un mentalement, en leader fait. réfléchi. Ouais, mentalement, Peut-être peut-être. mentalement, peut-être que mentalement, il n'était pas prêt, en fait, je pense. Ouais. Ouais, Mais c'est vrai. sinon, je pense qu'il avait les jambes. Et puis Jorgensen, bah, peut-être que aussi, s'il n'a pas gagné de victoire d'étape, c'est simplement parce qu'à Paris-Nice, il n'y a que 8 occasions. Et moins pour les grimpeurs encore. C'est-à-dire qu'au Tour de France ou dans des grands tours, ça arrive qu'il y a des coureurs qui gagnent On le a quand général même et qui ne 4 gagnent pas occasions. d'étape. Oui, mais ça arrive que dans des grands tours, déjà, des coureurs ne gagnent pas les étapes. Alors sur Paris-Nice, tu as Ouais. encore moins de chance. Ouais. Donc pour moi, non, oui, ça aurait été un plus. Mm. Mais pour moi, ce n'est pas grave s'il ne gagne pas d'étape, tout simplement. C'est le plus régulier qui a gagné, quoi. Oui, Ça. c'est sûr. Mais celui qui a suivi aussi. Moi, Ouais. j'aime un peu moins, mais c'est vrai que ça fait moins punchy. C'est pas un Pogacar, quoi. Mais bon. Sinon, un Brandon McNulty a fait un bon Paris-Nice. Il est très en forme en ce début de saison. Il a gagné au Tour d'Oman. Il a fait un. Il n'a pas gagné au Tour d'Oman. Je sais plus. Il a fait un bon Tour du AE qui perd lors de la dernière journée de course. Est-ce que Brandon McNulty, pareil que Matteo Jorgensen, peut improviser en leader? Bah là, je suis beaucoup plus sceptique que pour Jorgensen parce que dans le sens où McNulty, ça n'a jamais été un grimpeur de haute montagne. Ça a été un bon grimpeur, enfin c'est un bon grimpeur et un bon rouleur. Ça n'a jamais été un grimpeur en haute montagne, donc ça risque d'être difficile si tu penses en leader sur les grands tours. Maintenant, ouais, sur les tours d'une semaine, on voit qu'il est très solide, il est très endurant aussi parce qu'il a bien encaissé. Et quand on voit qu'il était censé être coéquipier pour Almeida, je pense qu'il a fait du bon boulot. Oui, puis surtout, oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que McNulty ne sera pas, pour moi, capable de gagner sur un grand tour. Par contre, ou d'être leader, tout simplement. Par contre, oui, sur une semaine, c'est pas rare de le voir. Il est encore de le voir jeune, en avant. McNulty, pareil. Hein. Oui, puis il avait gagné un contre-la-montre sur Paris-Nice il y a quelques années où il avait pris le maillot blanc notamment. Donc pour moi, Paris-Nice, c'est sa course, tout simplement. Et très très fort sur les contre-la-montre. Là, c'est McNulty, mais c'est tous les UAE. Hein, on va en reparler tout à l'heure. Mais Ayuso, c'est pareil. Il gagne contre Ghana. Enfin, UAE marche super et il gagne le chrono par équipe d'ailleurs. Donc franchement, UAE, sacré début de saison, pareil. Et on a encore ce duel entre Jorgensen, McNulty et UAE et Visma Lease the Bike. Bon, on passe un peu au sprint et il y a des sprinters qu'on fait parler, notamment Arvid de Klein de la Tudor. C'est impressionnant quand même, Tudor qui gagne en World Tour. Bah, surtout sur un sprint. C'est-à-dire qu'on a pu voir des fois des courses comme, enfin, des équipes comme la Total Energy qui sont au niveau Conti Pro mais qui gagnent sur Paris-Nice par une échappée, par un coup de barou. Mais là, c'est en sprint en fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à battre des coureurs comme Olaf Koy avec un train chez la Ouais. Visma Lease the Bike. Mats Pedersen qui était censé être amené sur un plateau aussi, qu'on va sûrement parler, et qui était un peu en mode fantôme sur ce Paris-Nice. Surtout sur les arrivées massives. En tout cas, si on regarde sur le classement, il n'est pas forcément en tête. Et voilà, battre des trains comme ça, c'est pas En anodin. fait, c'est surtout que quand De Klein il gagne son étape, c'est qu'il est amené. Hein. Il prend pas les roues, il prend la roue de Matteo Trentin et Trentin le dépose super bien. Et après, personne n'a réussi à le déborder, mais c'est vraiment bien amené comme sprint. Et en effet, battre un Olaf Koy qui en gagne deux autres, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, est-ce que Olaf Koy est un des meilleurs sprinteurs actuels du peloton? Pour moi, c'est un bon sprinter qui passe partout en fait. En fait, c'est un Caleb Ewan de 2019. C'est-à-dire que il va pas forcément être à la En rue plus jeune. dans les montées. Oui, en plus jeune. Il va pas forcément être à la rue dans les montées, mais il a cette capacité à passer partout, à gagner le sprint même quand l'étape elle est un peu mouvementée. Sisteron, quand il gagne l'étape, souvent à Sisteron en plus, ça arrive en échappée. ouais. Dans le petit radar à 6 km de l'arrivée, ça bouge quand même pas mal, donc il arrive à bien se placer. Pour moi, c'est un très bon sprinter. Par contre, je le vois pas forcément gagner toutes les étapes sur le Tour de France comme l'a fait Philipsen l'année dernière. Bah après, ouais, sur le Tour de France, je sais pas parce que ils vont mettre Vingegaard, mais non, qui fait un superbe début de saison, Lofcoy, et quasiment aucune erreur,
gagner sur Paris-Nice, sans que, voilà, on l'a C'est le dit. deuxième sprinter le plus prolifique après Tim Merlier. Ouais, ouais, donc franchement, c'est des superbes stats. D'autant plus qu'il est dans une équipe qui n'est pas née pour le sprint. Donc, non, franchement, c'est superbe. Et puis, il n'est pas très vieux, hein, je crois, Olaf Koy. J'ai plus son âge exactement. 22, 23 ans. Ouais, ça, voilà. Donc, ouais, il a un bel avenir devant lui. Et je pense que, alors, aujourd'hui, je pense, pour moi, il fait partie allez, peut-être des 10 meilleurs sprinters. Mais à l'avenir, ouais, pour moi, il fera partie des 3 meilleurs sprinters au monde. Pour moi, il fait déjà partie par contre des 3 meilleurs, tu vois. Ah ouais. Parce qu'il y a il y a un élan néerlandais. On le voit avec Arvid de Klein. Il fait partie de cette nouvelle génération néerlandaise. Van der Poel est un peu plus vieux, mais tu vois, Jacobsen. on voit que voilà, c'est ça. C'est qu'ils sont l'avenir des Pays-Bas et ils l'incarnent bien parce que pour moi, Olaf Koy, là, c'est un des meilleurs sprinters. Avec Tim Merlier, avec justement Jasper Philipsen. Et un autre sprinter qui avait promis un beau avenir, qui nous a fait un beau Paris-Nice. Il a notamment pris le maillot jaune. Laurent Spiti de la Groupama FDJ, une équipe française. C'est incroyable ce qu'il nous a fait, Laurent Spiti. Ouais, bah, il a fait au moins briller les Français, même s'il n'est pas français sur ce Paris-Nice. Non, il fait deuxième, je crois, de la deuxième étape. Donc ouais, c'est bien. Assez régulier sur ces 2 premières étapes. On aurait aimé le voir à une journée de plus en jaune, mais non, ouais, grand avenir pour Groupama. Et puis c'est bien, il faudrait qu'il le garde le plus longtemps possible. Seulement 21 ans, Laurent Spiti. Il visait le maillot vert et n'a pas réussi à atteindre cet objectif. Ça aurait été C'était- facilité en plus avec la deuxième place qu'il a fait sur la deuxième étape et la troisième place sur la première. J'ai fait l'inverse. Mais oui, c'est vrai qu'il a fait des très bons classements. Et puis en plus, on va dire c'est un sprinter qui se révèle vraiment cette année avec la victoire sur la Cadel Evans Great Ocean Race, si j'écorche pas le nom. Et on l'avait vu en plus dans notre région pour ses débuts vainqueur sur la Cholet Pays de Loire l'année dernière. Une course qu'on va en plus pouvoir aller suivre de près. Donc non, pour moi, c'est une étoile filante, une personne qui est en train de monter, qui Oui, une grimpe étoile les- montante. Ah, oui. il a un bel avenir, Ouais, bel c'est avenir ça. devant lui. Et justement, les Français, t'en parlais tout à l'heure, un peu plus compliqué comme Paris-Nice, on les a pas beaucoup vus briller, notamment le premier qu'on attendait, qui avait fait deuxième au général l'année dernière. Il revenait avec quand même des ambitions, ou en tout cas je l'espère. Il n'a pas été au niveau, c'est David Gaudu. Il a joué aussi de malchance en tombant sur la 6e étape dans la montée. Mais c'est quand même très très décevant. Il finit à 6 minutes. Non, mais il Après- abandonne. Ouais, Il abandonne sur la dernière étape en plus. Hein. Oui, sur la dernière étape, il abandonne, mais Ouais, il était loin, il avait lâché le général complètement. moi, en plus, moi, je le voyais jouer une étape. Ouais, moi aussi. Après, Remco n'a pas laissé d'étape à l'échapper, mais au moins tenté. Sur la 7e étape, pour moi, c'était une étape pour Gaudu, clairement. Et je sais pas pourquoi il n'attaque pas. Mais je crois qu'il avait essayé, c'est la 7e, et de toute façon, il tombe sur la 6e. C'est surtout que déjà, il me semble qu'il avait essayé et que l'échappée l'avait repris à mi-parcours, hein. bah, moi je me souviens. Non, il surtout tombe qu'il sur a- la 4e au Montbrouilly d'ailleurs. Oui. Ouais, donc c'est sur la 5e qu'il a essayé, c'est quand Scalmos gagne. Moi je vois Ouais, surtout 6e étape. il a travaillé pour son coéquipier Laurent Spiti. Il s'est mis en tête de peloton sur la 5e étape. Bah, c'est que ses objectifs ils avaient changé, je pense. Ouais, oui, après, je sais pas, c'est sûr qu'il tombe vraiment au pire endroit possible, c'est-à-dire qu'on est sur des pentes La à... pire des façons en plus. Ouais. S'accrocher en voulant mettre sa veste, c'est vraiment très dommage. Et Mm. est-ce qu'il y avait le niveau Ah, bah, on c'est peut pas c'est dommage, savoir. mais c'est surtout une erreur que tu fais quand tu es en minime. Oui, c'est ça. Mais il a dit lui sur l'équipe, hein, c'est une erreur de cadet en plus. Donc même lui, il doit être terriblement dégoûté en fait. Hmm. Bah, surtout Et- après l'année dernière, hein. Quand il fait deuxième l'année dernière, on s'attend pas à gâcher son Paris-Nice sur une erreur comme ça. Et les 2 autres sprinteurs attendus français, Arnaud Desmar et Brian Cocard, ont eux aussi quand même déçu. Cocard, on l'a vu placer. Desmar regardait toujours le sprint de loin, j'ai envie de dire. Il finit 9e, 10e, 11e. Enfin, c'est quand même décevant pour Desmar. Est-ce qu'il arrivera à retrouver un niveau un jour? Mais surtout que Desmar, il a presque plus d'excuses parce que là, il a un train complètement pour lui. Pour une fois, il a une équipe qui est dédiée entièrement à lui et au final, il fait des performances fantomatiques comme ça. C'est sûr que c'est inquiétant, d'autant plus pour lui, mais surtout, je pense, pour Arkea. Et est-ce que aussi il y a la confiance qui joue pas, Titouan? Bah ouais, je pense que quand on est sprinter, on a besoin de gagner. Et il a beau gagner sur le Tour du Vendée ou sur des courses comme celle-ci, faut gagner en World Tour. Et pour justement rééditer le succès, faut être pris dans un cercle vertueux. Et du coup, bah, c'est peut-être ce qui lui manque, une victoire à haut niveau devant des grands noms, pas forcément à haut niveau en World Tour, mais déjà même c'est possible de gagner
une course pro, enfin point pro, avec une sortie de très bon niveau. Il y en a beaucoup qui ont gagné des courses comme simplement voilà, des étapes sur les 4 jours de Dunkerque, etc., devant des gros niveaux. Mais là, c'est ce qui lui manque, une étape de ce niveau-là, en fait, peut-être pour lancer justement Pour lancer la machine, voilà, c'est tout ça. simplement. Et je vais faire un petit aparté, on n'est plus sur les Français. Retrouver son niveau, on a oublié de parler d'Egan Bernal. Moi, je trouve que c'est quand même un tour qui a été rassurant pour Egan Bernal. On l'a vu à l'attaque, notamment sur l'étape 1. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'Egan Ouais, Bernal? j'ai trouvé rassurant pour Egan Bernal, mais surtout rassurant dans le sens où son équipe l'a fait confiance. C'est Dans le vrai. sens où son équipe a roulé pour lui et son équipe a vraiment, voit vraiment le potentiel qu'il peut retrouver. Il n'hésite pas à attaquer. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui fait meilleur de la bonif sur la 7e étape. C'est lui qui prend la meilleure place, je crois. Deuxième, Deuxième, peut-être. deuxième ou premier, mais je sais plus, mais en tout cas, je crois qu'il attaque à ce moment-là, un truc comme ça. Donc non, c'est bien. Et puis ouais, tu parlais de la confiance pour Démarre. Je pense que pour lui aussi, c'est important de retrouver de la confiance après ce qu'il a vécu. T'étais un peu mitigé, toi, Titouan, quant au Paris-Nice de Egan Bernal? Pas trop mitigé, mais déçu de ne pas le voir tenir encore plus longtemps avec les favoris dans les 2 dernières étapes. Parce que si Ineos lui donne sa confiance, peut-être parce qu'il avait peut-être des objectifs plus hauts et peut-être qu'il s'était fixé des objectifs depuis longtemps, pour la première fois depuis longtemps, depuis sa chute qu'il avait subie à l'entraînement. En tout cas, je suis très content de voir à l'avant parce que ça montre que c'est un coureur qui revient de loin en fait. Et après sa victoire en Tour de France 2019 et au Giro 2021, on veut revoir un coureur comme celui-ci qu'on promettait un avenir grandiose et qui malheureusement pour l'instant est un peu dans l'anonymat au final. Après, il a une belle excuse pour pas être au niveau, Ouais. mais ouais, c'est sûr qu'on a tous envie de le revoir performer, surtout quand on sait ce qui lui est arrivé, quoi. Bon, pour conclure ce Paris-Nice 2024, ce débrief de Paris-Nice 2024, est-ce que vous avez retenu un moment? Moi j'aurais simplement gardé dans ma tête l'étape numéro moi j'aurais dit je pense l'étape 1 parce que ça a beau ne pas être le dénouement de Paris-Nice, on voit que ces coureurs-là, les coureurs qui ont mis le feu aux poudres, comme Evenepoel, on a envie de les revoir sur le Tour de France ou sur des courses comme celle-ci. Et ça promet de belles choses pour l'été 2024. Parce que en fait, plus ça va, plus le cyclisme évolue. Le cyclisme, il a changé. Et justement, ça montre que les coureurs sont de plus en plus offensifs. On a quitté complètement le modèle des années Sky, etc. Et que là, en fait, les courses, elles ont beau faire 180, 170 km, et on tente dès le début. Ils courent comme des cadets, les mecs, mais ils ont une distance un peu plus longue quand même. Et du coup, moi, ça me fait plaisir de voir ça, tout simplement. Ouais, puis moi je retiendrai la 7e étape, l'attaque de Vlasov, parce que aspect stratégique là aussi, où il lance une très belle attaque. Et derrière, ça se regarde un peu pour y aller. Et puis Vlasov, il s'est pas retourné. Franchement, j'ai bien aimé parce que ça sauve aussi un peu le Paris-Nice de Bora. Et parce que ouais, stratégiquement, c'était intéressant de voir que personne ne voulait en prendre en compte la poursuite derrière. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé le Montbrouilly, personnellement. Enfin, c'est... La chute de Godu. Non, mais je trouve que c'était la montée où il y a eu le plus d'ambiance, niveau ambiance hors du peloton, bien sûr, mais aussi le panache de Luc Plapp, l'ascension de Santiago Buitrago qui a été très rapide, et puis il y a eu quelques attaques dans le groupe des favoris, même si c'était pas grand-chose. J'ai bien aimé la fin au Montbrouilly, plus que l'étape d'Oron, en tout cas. Oui, c'est vrai qui a que été, Oron, moi, ça m'a peu. Enfin, c'était une montée comme les autres, quoi. Oui. Bon, après, chacun Ouais. ses Oui. goûts, mais ouais, moi, c'est vrai que le panache du Montbrouilly, bon choix, Hugo. Ouais, Merci. mais ça m'a fait penser un peu, tu sais, sur le Tour de France quand Pogacar gagne alors que c'est Jumbo qui a fait rouler toute la journée. Oui, après, c'est vrai que Ça fait penser c'est drôle à voir aussi parce que il y a beaucoup de coureurs qui, du coup, font rideau alors qu'ils aimeraient bien y aller, quoi. Ouais. Et justement, la Visma Lease the Bike a été à l'honneur, encore une fois, grâce à son homme, Jonas Vingegaard, qui a gagné très largement le général de Tirreno. Il n'y avait pas photo, clairement. Vingegaard est au-dessus. Alors là, il avait le temps de poser un pied à terre sur les 2 étapes qu'il a gagnées. Il a mis, je crois, 4 minutes à tout le monde. Je sais Non, plus. à Là. peine 2 minutes 4 minutes sur au podium. Ayuso, On va sortir les chronos, enfin les classements. Ouais, mais Ouais, 1 minute 24 à Juan Ayuso et 1 minute 52 à Jay Hindley. Mais bon, sur une étape, une course de 8 étapes, c'est quand même pas mal, quoi. Mais c'est surtout que Ayuso lui reprend pas mal de temps sur le contre-la-montre, qui gagne face à Filippo Ganna de 1 seconde. Le temps a été en sa faveur.
Ghana a couru en seconde partie de chrono qui a, je pense, été un peu désavantageuse pour ceux qui partaient plus tard. Mais encore une fois, sacrée performance d'un UAE sur un chrono. Ils sont injouables sur les chronos. Ouais, Ayuso, je pense qu'il avait en plus une bonne étoile, hein, parce que les risques qu'il a pris dans les virages, il est jamais tombé. C'était impressionnant, hein. Même à la télé, on se dit comment c'est possible. C'est vrai qu'un Sheffield a pris des risques aussi, mais lui est allé au sol. Oui, puis comme s'il connaissait le parcours de A à Z, même il y a des parties où la route s'écarte et il prend ces trous-là, il prend ces occasions-là. Et comme tu dis, oui, c'est ça, c'est qu'il avait une étoile parce que gagner contre un Filippo Ganna, même si Filippo Ganna n'est pas en forme, faut quand même le faire, quoi. Et du coup, en plus à Tirreno, dans le pays de Filippo Ganna, je pense que Ayuso, il avait vraiment la patte et aussi, je pense qu'il a complètement débranché le cerveau. Ah ouais, c'est clair, mais en plus, quand ça se joue au coup de seconde, c'est quand même beau. Enfin, Ouais. tu gagnes de 1 seconde, t'es content parce que t'as Surtout tous que les risques, t'as pris tous les risques, t'es récompensé de ton travail. Enfin, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est pour beau. venir sur AE aussi, je pense qu'il y a peut-être aussi un aspect de. Alors, on ne sait pas la préparation qu'ils ont eue pendant l'hiver, mais je pense qu'ils ont aussi peut-être beaucoup travaillé sur le matériel, etc. Parce que d'être capable de prendre autant de risques, de mettre autant d'angles dans les virages, sur les pneumatiques, je pense qu'il y a vraiment une connaissance du matériel, de la route, de tout ce qu'il y avait à connaître pour être capable de faire une performance pareille. Et restons sur les grimpeurs. Jay Hindley, après une année fantomatique, j'ai envie de dire, euh, il a eu du mal à confirmer en fait son maillot rose obtenu sur le Giro. Est-ce qu'on n'est pas en train de le retrouver, même si on l'avait pas forcément perdu, quoi. En tout cas, oui, c'est bon signe de le voir sur le top 3 du Tirreno. Après, c'est pas la même chose que sur un grand tour, mais en tout cas, on retrouve toujours ces mêmes équipes, c'est-à-dire UAE, Visma, Bora un peu au fond du podium, on va dire ça comme ça, parce que tout simplement, là, Hindley montre qu'il a quand même les jambes, mais pour moi, oui, c'est bon signe en tout cas. Mais c'est sûr que, en plus, il a été capable sur la deuxième étape remportée par Vingegaard d'attaquer Vingegaard, qui n'a pas craqué, bien sûr. Ayuso aussi était dans la roue, mais ça fait plaisir de le retrouver à l'attaque sur des podiums et d'être le troisième meilleur grimpeur du peloton sur un Tirreno, en tout cas. Ouais, c'est ça, ça fait plaisir de le revoir à l'attaque et d'être capable à la régulière attaquer les favoris. Après, bon, je rectifie, hein, c'est 1,52 qui perd sur Vingegaard, mais il y a quand même 1,52. Je veux dire, il retrouve ses jambes, mais il y a quand même 2 minutes à combler sur un tour d'une semaine. Donc ça reste quand même énorme. Ah. 2 minutes à combler sur l'ogre du peloton. Oui, c'est ça, mais voilà, mais il faut dire Vingegaard et Pogacar, ils vont pas le laisser gagner. Donc s'il est face à des gens comme ça, il va avoir du mal quand même à. Ouais, mais sur une Vuelta, tu C'est vois. ça, s'il y a personne en face, oui, il peut le faire. Mais justement, la Vuelta, t'en parles, et je pense que c'est la bonne idée parce que, en fait, pour moi, Hindley, je le vois vraiment comme un grimpeur sur des montées courtes et on va dire, sur des étapes qui sont mouvementées mais qui ne seront pas non plus trop dures et pas avec des cols, en tout cas, qui sont pendant 20 km. Je trouve qu'en fait, justement, une course comme le Tirreno lui va bien. Malheureusement, il y a Vingegaard devant lui. Mais est-ce que s'il n'y avait pas Vingegaard, il aurait levé les bras? Moi, je pense que oui. Parce que, en fait, je pense que au fur et à mesure, ils commencent à se connaître et sur des courses comme le Tirreno, c'est une course sur laquelle on peut parier sur lui, quoi. Totalement. Et un autre aussi qui commence à se connaître, qui sprinte très bien en ce moment, c'est Jonathan Milan. Les 2 premières victoires obtenues par Lidl Trek en World Tour. Skelmos en a gagné une aussi sur Paris-Nice dans le même temps. Mais en tout cas, Milan a fait un très très gros Paris-Nice. Il a quand même été chercher 2 victoires devant Pedersen. C'est quand même à noter. Ouais, ça, il a fait un bon Tirreno par rapport à Pedersen qui a été fantomatique lui aussi. On n'a pas parlé Ah, sur il a gagné une Paris-Nice. étape. Ah non, Pedersen, pardon. Pedersen, il gagne Pardon, pas. Non, pardon. c'est Skelmos qui gagne une étape sur Paris. Non, je mais, voulais dire, je croyais que tu avais dit Philipsen. Non, j'ai pas, non, je parlais de Pedersen. Et non, il a été impressionnant parce que, pareil, quand on parlait de Coy, on pense pas. Je pense que l'an dernier, quand on pensait aux grands sprinteurs mondiaux, on pensait pas à Milan ou Coy. Et cette année, ils Il a font quand même, il était pas loin du maillot cyclamen l'année dernière sur le Giro, Milan. Oui, mais justement, il a gagné le Cyclamen et pour moi, c'est une très bonne recrue de Lidl Trek, clairement. Ils ont tapé dans la bonne cible et Milan, là, il leur permet de gagner des courses et pour moi, il va pas s'arrêter là, tout Ouais, simplement. oui, oui, bien sûr. Et une course comme le Tirreno, comme le Giro, c'est clairement une course à sa convenance parce que il y a de la difficulté, mais au sprint, quand il y a un plateau légèrement en dessous que des courses comme Paris-Nice ou Tour de France, il est là pour lever les bras.
Sinon, Bos a levé les bras, tout comme Philipsen en tant que sprinter. Et un, moi, qui m'a surpris, encore une fois, pour sa première année euh, en professionnel, Isaac Del Toro, enfin, il finit quatrième du général. Il fait pas non plus des étapes de fou, mais comment il peut être à ce niveau en première année, à 19 ans? Enfin, c'est fou, non? Et puis surtout, il a un rôle pas simple à faire d'être lieutenant de Juan Ayuso, enfin en tout cas au co-leader. Et il assume parfaitement parce qu'il arrive à rester à faire le jeu d'équipier et à rester placé au général. C'est juste excellent. Et puis comme tu as dit, 19 ans, première année en pro, Tirreno Adriatico est quand même quatrième au général. Bah, n'oublions pas qu'il n'a gagné les Tours de l'Avenir et que, bah, comme Pogacar, il arrive dans une équipe UE très jeune. Et Pogacar, à ses débuts, c'était pareil, hein, c'était des très bons classements généraux. Puis bah, peut-être qu'on va le voir en fin d'année à la Vuelta ou je ne sais où, lever les bras, hein. Et tu penses qu'il est promis à un avenir comme Pogacar, Titouan? Je dirais plus en tant que puncher, pas en tant que grimpeur. Mais oui, pour moi, c'est clairement un bon coureur et un coureur qui a du potentiel surtout. On a vu des Français pas trop loin des premières places, enfin en fond de top 10. Euh, Kevin Vauquelin, tout d'abord, qui a fait un top 3 d'ailleurs sur une étape. Il avait fait un petit peu un coup du kilomètre où il a pris un virage en tête. Au final, il s'était pas imposé, il avait fini troisième. Mais c'est un bon tour pour Kevin Vauquelin quand même. Ouais, c'est un bon tour et lui aussi, ça vient confirmer un bon début de saison avec. Alors, c'est quel tour où il a gagné, où s'est placé au Le général. GP de la Marseille, Voilà, le troisième. c'est ça, derrière Pedersen, mais. Il y a l'étoile de Bessèges qu'il a fait derrière Pedersen, voilà, c'est ça. Il a fait Ouais, deuxième. voilà, Bessèges. Et donc, non, franchement, ouais, superbe, dixième au général. Et puis surtout, moi, ça me surprend un peu de le voir devant Romain Grégoire. Parce que honnêtement, je le verrais moins bon grimpeur que Romain Grégoire. Et au final, il fait devant au général, donc c'est intéressant. Après, Grégoire, c'est un mec punchy, alors que Vauquelin, tu vois, c'est plus un profil rouleur. Est-ce qu'il faisait pas des ascensions à la Almeida, tu vois, commencer moins fort, alors que Ouais. Grégoire, bah, vu que c'est punchy, il essayait de suivre les premiers coups, puis après, il en prenait un peu sur le casque, quoi. Après des ascensions à l'Almeida, je sais pas si c'est recommandé sur Paris-Nice, mais non, je sais pas. Non, en Oui, non, mais l'occurrence, oui, je suis complètement d'accord, c'est ça, c'est que Vauquelin, là, avec ses qualités de rouleur, il va pouvoir s'exprimer au mieux dans les montées. Bon, on va pas trop se référer non plus à des gars de la Sky, mais Bradley Wiggins avait un passif de rouleur pour devenir Geraint un très bon Thomas. coureur par étape. Geraint Geraint Thomas. Thomas, pareil. Donc, non, pour moi, il a des qualités qui vont lui permettre d'être à un très bon niveau sur ce Tirreno. Peut-être qu'il recherche mieux qu'une 10e place ou qu'un Ouais. top 10. Mais pour moi, c'est un très bon coureur. Et puis Et il a vous- pas une équipe non plus qui est là pour l'épauler, hein. Il se débrouille tout seul. Donc, vous pensez qu'il peut se reconvertir en un bon grimpeur, Kevin Vauquelin? Pourquoi pas? Parce que quand tu es rouleur, tu cherches à avoir par exemple le championnat de France de contre-la-montre, tout ça, mais il est un peu loin de ça. Il va être dans le top 5, mais pas plus. Il va pas forcément être capable de rivaliser avec un Benjamin Thomas en contre-la-montre. en Cavagna. Oui, mais sur un contre-la-montre de 45 km. Sur les contre-la-montre comme l'étoile de Bessèges qui vont durer un peu moins de 20 km, ça va. Mais sur un contre-la-montre très long, il n'est pas forcément plus fort. Alors, est-ce que ce serait pas le moment pour justement aller chercher des points en montagne, même si bah, en France, on a déjà Lenny Martinez qui peut arriver peut-être à un très bon niveau. Faudra en reparler dans les émissions à venir parce qu'en plus, il a sûrement un contrat chez la Bahrain Victorious. Clairement, Kevin Vauquelin, il a peut-être sa carte à jouer en montagne. Et oui, oui, oui. Et est-ce que vous pensez que c'est avec Arkea qui peut faire ce step, par contre? Ouais, moi honnêtement, je pense Pas pas. Je pense que ça serait plus avec une équipe de style de transition avant les équipes pour le classement général, du style aller, hein, bah, tu parlais de Bahrain Victorious, du style un peu c'était ce genre d'équipe. Après, moi, je pense que oui, il a complètement les qualités pour se reconvertir en grimpeur parce que bah, déjà, tu l'as dit, on a beaucoup de rouleurs qui sont devenus après grimpeurs. Puis il en manque Et en puis- France en plus. Voilà, voilà, On a donc, besoin, donc, ouais. Et Godu, et Godu. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Non, mais donc non, honnêtement, ouais, je pense qu'il a le temps déjà pour réfléchir à sa carrière parce qu'il est jeune aussi. Et puis, non, il grimpe très bien. En plus, il n'est pas non plus loin au général. Il se met derrière un Pidcock à 20 secondes d'un Tom Pidcock qui gagne à l'Alpe d'Huez. Donc ouais, non, il y a du beau potentiel en tout cas. Très bien, bah, ça fait plaisir en tout cas de débriefer des grosses courses comme Tirreno et Paris-Nice. Bientôt, ce sera des grosses classiques de fin de saison. On a hâte. En tout cas, ben, merci d'avoir été avec moi, les gars. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, bonne route.